1923. L'Allemagne s'effondre. L'hyperinflation réduit la monnaie à néant. Un seul pain coûte 200 milliards de marks. Les banques impriment des billets jour et nuit. Les familles utilisent les liasses pour chauffer les poêles. C'est moins cher que le bois de chauffage. Les gens transportent leurs économies dans des brouettes. En quelques heures, le prix du lait double. 1929. La Grande Dépression frappe. Les banques ferment leurs portes. Les usines s'arrêtent. Le pays bascule dans le noir. En 1933, 6 millions d'Allemands sont au chômage. 30% de la population active ne touche plus rien. Dans les rues, des files d'attente interminables pour une soupe populaire. Les visages sont émaciés. C'est cette Allemagne qu'Adolf Hitler récupère en janvier 1933. Une nation brisée économiquement à 2 reprises en 10 ans. Pourtant, en 1939, le paysage est méconnaissable. L'Allemagne envahit la Pologne. 3 millions de soldats passent la frontière, 3000 chars, 4000 avions de combat. C'est l'armée la plus moderne d'Europe. On entend le bruit des chenilles sur le pavé. En seulement 6 ans, cette nation en faillite a construit la machine de guerre la plus puissante du globe. Comment un tel miracle est-il possible? À première vue, un génie industriel, mais en réalité, une escroquerie d'État. Tout repose sur 3 éléments. Une entreprise fantôme, un magicien de la finance et une pyramide de Ponzi à l'échelle nationale. Son nom, les bons mi-faux, un système bancaire de l'ombre créé pour financer le réarmement. Les documents officiels sont falsifiés. Le monde ne voit rien. L'argent circule dans des circuits secrets, loin des yeux des observateurs internationaux. Mais, en 1939, le système sature. Les factures arrivent à échéance. Les comptes sont vides. L'Allemagne n'a pas un seul mark pour rembourser ses dettes. Le régime est au bord du gouffre financier. La situation s'est accélérée. Hitler n'a plus le choix. Il doit envahir ses voisins pour piller leurs ressources et éviter l'implosion économique. À l'image, les cartes d'état-major se déploient. L'économie nazie n'était pas seulement une affaire d'idéologie. C'était une arnaque financière géante qui exigeait une expansion permanente. Sans la guerre, le système s'écroulait en quelques semaines. L'invasion n'était pas un choix. C'était une fuite en avant. Ainsi s'est mis en marche le moteur de la destruction. 23 milliards pour 1 kilo de pain. C'est le prix de la survie en Allemagne. Voilà comment Adolf Hitler a payé pour la Seconde Guerre mondiale et pourquoi l'effondrement économique a rendu le conflit inévitable. Janvier 1939. À l'image, les bureaux du ministère de l'économie à Berlin. Vous êtes l'un des meilleurs économistes du pays. Vous tenez les rapports financiers entre vos mains. Le constat est sans appel. L'économie est sur le point de s'écrouler. Vous savez que la seule issue pour Hitler est de déclencher la guerre pour piller les ressources des voisins. Une question se pose alors. Faut-il parler et risquer le peloton d'exécution? Ou rester silencieux et laisser le monde brûler? Des hommes et des femmes ont réellement dû faire ce choix. Chaque option menait au désastre. Mais comment l'Allemagne en est-elle arrivée à ce point de non-retour? La réponse se trouve dans 2 catastrophes majeures. Première étape, novembre 1923. C'est le pic de l'hyperinflation de la République de Weimar. Un seul dollar américain vaut désormais 4000 milliards de marks. Les chiffres ne veulent plus rien dire. À l'image, des ouvriers transportent leur salaire dans des brouettes. Les travailleurs exigent d'être payés 2 fois par jour. Une fois à la pause déjeuner, une fois en fin de service. Le motif est simple. Entre le matin et le soir, l'argent perd la moitié de sa valeur. Dans les restaurants, les prix changent pendant que les clients mangent. Toutes les 30 minutes, un serveur grimpe sur une table. Il hurle les nouveaux tarifs du menu. Les assurances-vie économisées pendant 30 ans ne permettent même plus d'acheter un timbre-poste. À première vue, une crise monétaire. Mais, en réalité, une apocalypse sociale. La classe moyenne allemande est anéantie. Les épargnes, les retraites et les investissements disparaissent en une nuit. La monnaie ne vaut plus rien. Le papier sert à allumer les poêles. Pourtant, l'Allemagne commence à se stabiliser. La monnaie se calme. Mais, en 1929, le choc suivant frappe. La Grande Dépression. Les banques américaines exigent le remboursement immédiat de leurs prêts. Les entreprises allemandes ferment les unes après les autres. En 1932, le pays compte 6 millions de chômeurs. 30% de la population active n'a plus de revenus. Dans les rues, on voit des scènes de désespoir. Des professeurs et des ingénieurs vendent leurs meubles sur le trottoir pour acheter un sac de farine. Le gouvernement est paralysé. Les combats de rue entre communistes et nazis transforment les villes en zones de guerre. L'Allemagne a été détruite économiquement 2 fois en 14 ans.
C'est ce chaos qui porte Hitler au pouvoir en janvier 1933. Hitler fait une promesse, restaurer la grandeur allemande. Il veut reconstruire l'armée et déchirer le traité de Versailles. Mais il y a un problème majeur. L'Allemagne est en faillite totale. Le traité de Versailles limite l'armée à 100 000 soldats. Interdiction de posséder des tanks, des avions, des sous-marins ou de l'artillerie lourde. De toute façon, les coffres sont vides. Hitler doit réarmer le pays massivement et secrètement. Il doit agir sans que personne ne s'en aperçoive, avant qu'il ne soit trop tard. Pour y arriver, il doit manipuler une économie déjà 2 fois en ruine. Mais ce n'était que le début. Les événements se sont accélérés. L'histoire s'est arrêtée là pour la paix. Hjalmar Schacht, l'homme qui allait rendre l'impossible réalisable. Né en 1877, Hjalmar Horace Greeley Schacht est un banquier, un économiste et un génie de la finance. Ce n'est pas un débutant. Il a déjà sauvé l'Allemagne une première fois. En 1923, en tant que commissaire à la monnaie, Schacht met fin à l'hyperinflation. Son plan est simple, créer une nouvelle devise indexée sur la valeur des terres agricoles. Le Rentenmark est né. L'économie se stabilise immédiatement. Schacht devient une légende vivante. Le 17 mars 1933, Adolf Hitler le nomme président de la Reichsbank, la banque centrale allemande. En août 1934, Schacht grimpe encore d'un échelon. Il devient ministre de l'économie. Sa mission est précise, financer un réarmement massif. Mais il y a des conditions strictes. Personne ne doit s'en apercevoir. L'inflation doit rester à 0. Et surtout, le monde entier doit ignorer l'ampleur réelle des opérations. Schacht est brillant. Il a déjà un plan en tête. Le défi posé par Hitler est titanesque. L'Allemagne doit produire des chars, des avions, des navires et des munitions par milliers. Cela signifie payer des milliards aux aciéries, aux fabricants d'armes et aux usines chimiques. Mais un obstacle majeur bloque la route. Si la Reichsbank se contente d'imprimer des billets pour régler les factures, 2 catastrophes se produisent. D'abord, l'inflation explose. Les Allemands ont vécu le traumatisme de 1923. Ils ne l'accepteront pas une seconde fois. Ensuite, les paiements apparaissent sur les relevés officiels de la Banque centrale. Les gouvernements étrangers surveillent ces chiffres. Ils comprendront immédiatement que l'Allemagne réarme. Ils interviendront avant que le pays ne soit prêt au combat. À l'image, des piles de documents comptables et des usines en pleine effervescence. Hitler a besoin d'argent invisible, une monnaie qui ne provoque pas d'inflation, une monnaie qui n'apparaît dans aucun registre officiel. Schacht va la créer de toutes pièces. En 1934, il fonde une société écran. Son nom, Metallurgische Forschungsgesellschaft, MBH. En français, Société de recherche métallurgique. On l'appelle plus simplement la MIFO. Sur le papier, c'est un consortium de recherche. 4 géants de l'industrie allemande possèdent les parts. Siemens, Krupp, Rheinmetall et Gute Hoffnungshütte. Le capital nominal est dérisoire. 1 million de Reichsmark seulement. Mais la réalité est différente. La MIFO ne produit rien. Elle n'étudie rien. C'est une coquille vide avec un papier à en-tête et un compte en banque. À première vue, une petite entreprise de recherche. Mais en réalité, le moteur financier du plus grand programme de réarmement de l'histoire. Les événements s'accélèrent. La machine est prête à démarrer. 1935. Le réarmement de l'Allemagne est en marche, mais les caisses sont officiellement vides. Voici comment le mécanisme fonctionnait. Un industriel allemand reçoit une commande de 1000 chars. L'État ne paie pas en Reichsmarks, il donne des bons MIFO. Ce sont des reconnaissances de dettes émises par une société écran. Sur le papier, MIFO promet de payer dans 5 ans. Comment payer les ouvriers et l'acier aujourd'hui? L'industriel ne peut pas attendre. Il se rend dans une banque privée. Le banquier examine le document. Il sait que la Reichsbank garantit ses bons. La banque verse l'argent liquide immédiatement. L'industriel repart avec des sacs de billets. Il est satisfait. Le système passe à l'étape suivante. La banque privée détient maintenant les bons MIFO. Elle les apporte à la Reichsbank. La banque centrale active ses presses à billets et transforme le papier en monnaie réelle. Mais il y a un secret. Ces transactions n'apparaissent jamais dans les bilans officiels. Les bons MIFO sont enregistrés comme des obligations privées. Ce n'est pas une dette d'État. Ce n'est pas une dette de la Banque centrale. Officiellement, il s'agit de créances d'une simple société de recherche. À l'image, les ministères étrangers étudient les finances allemandes. Ils ne voient rien. Les dépenses colossales pour l'armée sont invisibles. Entre 1934 et 1938, l'Allemagne émet 12 milliards de Reichsmark via ce système. Un chiffre pour comprendre l'ampleur. En 1932,
La dette totale du pays était de 10 milliards. En quelques années, l'Allemagne a créé une dette cachée supérieure à sa dette nationale totale. Personne en dehors des frontières ne soupçonne l'échelle du projet. La discrétion est totale. En 1936, l'Allemagne a déjà brisé toutes les interdictions du traité de Versailles. Des chars, des avions, des sous-marins et une armée moderne sortent des usines. Les Alliés restent passifs. Ils ne réagissent pas car ils ignorent la réalité des chiffres. Ils pensent que l'Allemagne respecte les limites budgétaires. C'était une illusion. Mais ce n'était que le début de l'escalade. La machine de guerre était déjà lancée à pleine vitesse. Le piège financier s'était refermé sur l'Europe. Ainsi s'est préparé le plus grand conflit du XXe siècle. 12 milliards de Reichsmark. C'est le montant exact de la dette que l'Allemagne doit rembourser. Le problème est simple, les coffres sont vides. Les premiers bons mi-faux ont été émis en 1934. Ils arrivent à échéance 5 ans plus tard, en 1939. L'horloge tourne. À ce moment précis, la comparaison avec une pyramide de Ponzi devient une réalité mathématique. Comment fonctionne une pyramide de Ponzi? Le mécanisme est mécanique. Vous promettez des rendements élevés aux investisseurs. Vous payez les premiers arrivés avec l'argent des nouveaux. Le système tient tant que l'argent frais coule, mais finit toujours par arriver un moment où le réservoir de nouveaux investisseurs est à sec. Le schéma s'effondre. Tout le monde perd tout. L'économie de l'Allemagne nazie suit exactement cette trajectoire. Les bons mi-faux sont des promesses de paiement différées. Berlin parie sur la croissance future pour éponger les dettes. Mais en 1938, la machine s'enraye. L'économie allemande ne génère plus assez de revenus pour couvrir les traites. Le système a besoin d'argent frais, immédiatement. Comment trouver 12 milliards de Reichsmark quand votre propre économie est incapable de les produire? La réponse est brutale. Il faut les voler. Mars 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche. C'est l'Anschluss. À l'image, les troupes de la Wehrmacht franchissent la frontière sans résistance. L'Autriche possède des réserves d'or, des devises étrangères et des actifs industriels massifs. L'Allemagne saisit tout. Les inventaires sont clairs. Chaque gramme d'or autrichien est transféré à la Reichsbank. À première vue, une unification politique, mais en réalité, un braquage d'État. Septembre 1938, les accords de Munich sont signés. L'Allemagne s'empare de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. Les usines passent sous contrôle allemand. Mais cela ne suffit pas à combler le gouffre financier. Mars 1939. L'Allemagne occupe le reste de la Tchécoslovaquie. Sur les documents d'archives, on voit les officiers allemands prendre possession des bureaux de la Banque centrale. La Tchécoslovaquie possède des réserves d'or importantes et les usines d'armement Skoda. C'est l'un des complexes industriels les plus avancés d'Europe. L'Allemagne réquisitionne les machines, les stocks et les brevets. L'erreur était interdite. Chaque annexion permet de repousser l'échéance de quelques mois. Mais le besoin de capital est insatiable. L'économie de guerre est un moteur qui consomme plus qu'il ne produit. Septembre 1939. La fuite en avant continue. La Pologne est la cible suivante. Le braquage change d'échelle. Ainsi s'est achevée la phase de manipulation financière pour laisser place à la destruction totale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne franchit la frontière polonaise. La Pologne possède des terres agricoles fertiles, des ressources minières et des millions d'habitants. Pour Berlin, c'est une main-d'œuvre gratuite. Les nazis s'emparent de tout. L'économie du Troisième Reich n'est pas seulement immorale, elle est construite comme un moteur qui ne fonctionne qu'à la conquête. Sans invasion, le système s'arrête. Hjalmar Schacht a compris le danger très tôt. Dès 1937, il envoie des signaux d'alerte. Il prévient Hitler que l'économie est en surchauffe. Les dépenses militaires sont excessives, le pays fonce vers le krach financier. Mais Hitler ne l'écoute pas. Le dictateur veut des blindés, pas des bilans comptables. Le 7 janvier 1939, la tension monte d'un cran. Les premières traites mi-faux arrivent à échéance dans quelques semaines. L'État doit payer ses dettes, mais les caisses sont vides. Schacht remet un rapport urgent de la part des directeurs de la Reichsbank. Le document est sans appel. Il exige l'arrêt immédiat du réarmement massif. Il demande une réduction drastique des dépenses publiques. Il veut un budget équilibré pour stopper l'inflation galopante. La réponse tombe le 20 janvier 1939. Hitler convoque Schacht, il le limoge de son poste de président de la Reichsbank. Schacht a créé la machine financière, mais il y a aussi installé une bombe à retardement. Hitler refuse de désamorcer l'engin. Sa solution est de nourrir la bombe pour retarder l'explosion, nourrir la machine avec l'Autriche, la nourrir avec la Tchécoslovaquie, puis avec la Pologne.
Suivront la France, l'Union soviétique et le reste de l'Europe. Pourquoi la guerre a-t-elle éclaté? L'idéologie n'est qu'une partie de la réponse. En réalité, c'était une nécessité économique. En 1939, l'Allemagne n'a plus que deux options. L'effondrement financier total ou l'expansion par la force. Hitler a choisi l'expansion. À première vue, les traites MIFO étaient le moteur principal. Mais en réalité, le régime avait d'autres sources de revenus, des sources encore plus sombres. Quand l'armée allemande occupait un territoire, elle ne se contentait pas de planter un drapeau. Sur les images d'archives, on voit des trains chargés de biens partir vers Berlin. Le pillage devenait une méthode de gestion. L'invasion d'un pays nazi ne s'arrêtait pas à la victoire militaire. C'était un pillage systématique et organisé. Il prenait tout. Les réserves d'or, les devises étrangères, les œuvres d'art, les machines industrielles et les matières premières. En France, le mécanisme était particulièrement cynique. Berlin a imposé des frais d'occupation. Le montant, 400 millions de francs par jour. C'est la France qui finançait sa propre soumission. Chaque matin, le Trésor français versait cette somme pour maintenir les troupes allemandes sur son sol. À l'Est, le plan était différent. En Union soviétique, l'objectif était l'extraction brute. Le blé, le pétrole et les minerais devaient alimenter la machine de guerre allemande. Le Reich fonctionnait comme un parasite géant. À l'image, des trains chargés de bétail et de métaux partent vers Berlin. Mais le vol ne concernait pas que les objets, il concernait les hommes. Le travail forcé est devenu le moteur de l'industrie. Les prisonniers des camps de concentration ont été envoyés dans les usines allemandes. Ils fabriquaient des fusils, montaient des pièces d'avion et extrayaient du charbon dans les mines. Des géants industriels comme IG Farben, Siemens et Krupp ont utilisé cette main-d'œuvre servile. Le calcul était simple. Les prisonniers y travaillaient jusqu'à l'épuisement total. Quand un homme mourait, il était immédiatement remplacé par un autre. L'économie nazie n'était pas seulement financée par le vol, elle était bâtie sur l'esclavage. C'était la structure économique du génocide. Mais le régime volait aussi son propre peuple. L'arnaque de la Volkswagen en est la preuve. La voiture du peuple. Le Front allemand du travail a promis une voiture à chaque citoyen. Le système, une épargne mensuelle. Les ouvriers payaient chaque mois pour obtenir leur véhicule plus tard. 275 millions de Reichsmarks ont été collectés auprès des épargnants allemands. Combien de voitures civiles ont été livrées durant le Troisième Reich? 0. L'usine a été transformée pour la production militaire. À la place de la voiture familiale, les chaînes de montage ont sorti le Kübelwagen, un véhicule de guerre. Les épargnants allemands ont tout perdu. Ils n'ont reçu aucune compensation avant les années 1960. Sur les documents d'archives, on voit des livrets d'épargne remplis de timbres inutiles. Le régime n'a pas seulement dépouillé les ennemis vaincus, il a pillé ses propres partisans. Les méthodes de financement cachaient une autre réalité. Dans les années 1920 et au début des années 30, l'Allemagne avait emprunté des sommes colossales. La dette était le moteur invisible de la catastrophe, milliards de marks, livres et dollars. C'est le montant des sommes colossales injectées par la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis dans l'économie allemande. Officiellement, ces prêts servent à payer les réparations de la Grande Guerre. Berlin encaisse les fonds. Mais en 1933, Hitler change les règles. Il stoppe net le paiement des réparations. En revanche, il garde l'argent des prêts. Le paradoxe est total. L'Allemagne utilise l'argent prêté par Londres et Paris pour construire l'armée qui envahira Londres et Paris. L'ennemi finance son propre bourreau. En 1940, après la défaite, le gouvernement de Vichy va plus loin. Il efface une partie de la dette. Berlin a obtenu de l'argent gratuit de la part de ses futurs adversaires. À l'image, des registres bancaires saisis et des maisons vidées. Ce n'est que la première étape. Le régime lance la confiscation des biens juifs. Entreprises, comptes en banque, appartements, œuvres d'art. L'État saisit tout. Tout est vendu ou réutilisé pour remplir les caisses du Reich. Ce n'était pas seulement une persécution. C'était un vol systématique à l'échelle d'une nation pour financer la machine de guerre. Chaque rouage de l'économie nazie repose sur la prédation. En 1939, le système tourne grâce à 4 piliers, les bons MIFO, le pillage des territoires occupés, le travail forcé et le vol pur et simple. Mais rien de tout cela n'est durable. À première vue, un empire puissant. Mais en réalité, une économie au bord du gouffre. En 1939, l'économie nazie frôle l'effondrement total. Les bons MIFO arrivent à échéance. L'État doit rembourser des sommes qu'il n'a pas.
Berlin ne peut payer qu'en pillant de nouveaux pays. Les prix grimpent, l'inflation revient, les étals des magasins se vident, on voit les premières files d'attente devant les boulangeries. Hjalmar Schacht avait prévenu. Ses prédictions se réalisent point par point. Mais le régime refuse de freiner. Pourquoi? Parce que freiner signifie la faillite immédiate. Le chômage de masse reviendrait, la crise politique exploserait. Ce serait la fin du parti nazi. La situation a empiré. Hitler n'a plus qu'une seule option, la fuite en avant. C'est le point crucial que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La guerre n'était pas seulement une question d'idéologie ou de haine. La guerre était une nécessité économique vitale. Sans invasion, le système s'écroulait de l'intérieur. L'histoire s'est transformée en un compte à rebours mortel. 1933. L'Allemagne est en faillite, mais Hitler veut une armée. Le problème est simple. Comment financer une guerre mondiale avec des coffres vides? L'économie nazie n'était pas un système stable, c'était un moteur conçu pour l'expansion permanente. Sans conquête, le moteur s'arrêtait. Sans pillage, tout s'effondrait. L'historien Adam Tooze l'explique dans son ouvrage « Le salaire de la destruction ». Sa thèse est brutale. L'Allemagne nazie vivait à crédit depuis le premier jour. Le modèle économique exigeait une guerre constante pour ne pas mourir. Pourquoi envahir l'Union soviétique en juin 1941? Ce n'était pas seulement une question d'idéologie raciale ou d'espace vital. C'était une question de survie immédiate. Il fallait le pétrole du Caucase, il fallait le grain des plaines d'Ukraine, il fallait des ressources massives pour empêcher l'économie allemande d'exploser de l'intérieur. La guerre était l'économie. L'économie était la guerre. À l'image, des colonnes de blindés avancent vers l'Est, mais derrière les chars, les comptables du Reich calculent les stocks de carburant restants. Le constat est sans appel. Mais en 1943, le vent tourne. L'Allemagne commence à perdre ses territoires. Le modèle se désagrège, plus de pillage possible, plus de ressources gratuites. Il ne reste que des dépenses infinies et une machine de guerre qui dévore tout. L'économie nazie fonctionnait comme une chaîne de Ponzi, une escroquerie pyramidale à l'échelle d'un continent, et comme toutes les pyramides de ce genre, elle a fini par s'écrouler. Comment Hitler a-t-il payé pour la Seconde Guerre mondiale? La réponse est sèche, il ne l'a pas fait. À première vue, le Reich semblait riche et puissant, mais en réalité, le pays était en état de cessation de paiement virtuel. Le système reposait sur 4 piliers. Le premier, une comptabilité créative. On l'appelle le système des bons mi-faux. Ces effets de commerce ont permis à l'Allemagne de cacher 12 milliards de Reichsmark de dettes. Les chiffres n'apparaissaient sur aucun registre officiel. Pendant que les diplomates étrangers pensaient que l'Allemagne se reconstruisait lentement, les usines Krupp et Rheinmetall tournaient à plein régime. Hjalmar Schacht, le ministre de l'économie, était un génie de la manipulation financière. Il a créé de l'argent invisible pour construire des panzers et des avions de chasse. Mais l'argent invisible ne supprime pas la réalité. Cette monnaie restait une dette, et chaque dette finit toujours par réclamer son dû. Le piège se refermait. La suite n'était qu'une fuite en avant. 27 milliards de marks. C'est le montant du butin saisi par le Troisième Reich dès les premières années de guerre. L'Allemagne n'a pas financé son armée par la croissance, mais par le pillage systématique des nations vaincues. L'or de l'Autriche, les usines d'armement de Tchécoslovaquie, les frais d'occupation versés par la France, le blé de l'Union soviétique, la main-d'œuvre de la Pologne, l'économie nazie fonctionnait comme un parasite. Elle avait besoin de nouveaux hôtes en permanence pour ne pas mourir de faim. Comment maintenir cette machine en marche? Le système reposait sur l'esclavage de masse. Dans les usines, on voit des prisonniers des camps de concentration et des travailleurs forcés. Ils s'épuisent à fabriquer les armes qui serviront à conquérir leur propre pays. On entend le bruit des presses hydrauliques qui tournent jour et nuit. Les ouvriers meurent de fatigue pour créer de nouveaux esclaves. Le modèle économique était indissociable du génocide. Mais ce n'était pas tout. Le régime pratiquait le vol à tous les niveaux. Les propriétés juives ont été confisquées. Les prêts du traité de Versailles ont été ignorés. Les réparations de guerre ont été annulées. Même les citoyens allemands ont été piégés par l'arnaque de la voiture Volkswagen. Les travailleurs payaient chaque mois pour une voiture qu'ils ne recevaient jamais. Chaque rouage de l'économie nazie consistait à prendre sans jamais compenser. L'Allemagne nazie était-elle une chaîne de Ponzi? En résumé, oui. Dans ce système, les premiers investisseurs sont payés avec l'argent des nouveaux venus. Sauf qu'ici, les investisseurs étaient des pays entiers, et le paiement était la conquête militaire. En l'an 1939, la situation devient critique. Les traites méfaux arrivent à échéance.
L'État allemand n'a plus un pfennig en caisse. À première vue, le pays est puissant. Mais en réalité, le coffre est vide. Hitler n'a plus que deux options, l'expansion ou l'effondrement total. L'invasion de la Pologne commence le 1er septembre. C'est une nécessité comptable. Le butin polonais finance l'invasion de la France. Le pillage de la France finance l'attaque contre l'Union soviétique. Tant que l'Allemagne gagne, le système tient debout. La machine dévore tout sur son passage pour rembourser ses dettes, mais le mécanisme se grippe dès que l'expansion s'arrête. La guerre était inévitable car l'économie nazie n'était pas conçue pour la paix. Elle n'avait aucune base solide. Hitler a payé sa guerre avec des promesses impossibles à tenir et de l'argent qu'il n'avait pas. Il a utilisé des ressources volées et une main-d'œuvre asservie. La puissance économique allemande était un mirage. Ce n'était qu'une escroquerie géante nécessitant une agression permanente. Quand les conquêtes ont pris fin, l'économie s'est écroulée en même temps que le régime. Le bilan est sans appel. Sans la guerre, le système se serait effondré dès l'automne 1939. L'histoire s'est achevée dans les ruines de Berlin.